Vous voyez, quand nous disons que nous sommes tous en danger, actuellement dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, puisque nous allons parler des libertés et tout cela, excusez-moi, mais c'est extrêmement grave. Souvent, il nous est arrivé de dire que la Côte d'Ivoire est un peu comme une prison à ciel ouvert, quoi. Nous sommes tous en sursis. C'est-à-dire que, moi qui vous parle, je suis sous contrôle judiciaire, toujours dans le même cas de cette affaire de 2020. Donc ça veut dire, quand le pouvoir, il regarde, si tu as dit des choses qui ne lui plaisent pas trop, il t'appelle, il te met en prison. Vous voyez? Et ça, je ne peux pas ne pas le dénoncer. Je ne peux pas ne pas le condamner. Parce que vous voyez, dans l'état de droit là, si la justice ne nous protège pas, si la justice est d'un camp, nous sommes mal barrés, quoi. Je voulais le dire et je l'ai dit. Merci. Merci. C'est d'ailleurs le premier thème de notre échange du jour, les libertés individuelles. Quelle est la portée réelle du cadre juridique qui encadre ces libertés-là dans notre pays? Merci de la question. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme, elle est fondée. D'abord, les droits de l'homme même, c'est une discipline internationale, puisque c'est du droit international. Le droit international public. Ce que j'enseigne aussi à des étudiants des licences 2 et des licences 3 dans les universités de droit, comme à l'université de Bouaké aussi, aux étudiants de lettres. Nous savons comme fondement les instruments juridiques internationaux. Et il y en a plusieurs. Mais l'instrument juridique que nous aimons vraiment manipuler, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son article 20, elle dit clairement que les libertés d'expression, d'association pacifique sont garanties. Et la Côte d'Ivoire, dans la Constitution, parce que quand vous avez fini de citer les textes internationaux, encore que, pour celui qui sait lire notre Constitution, quand vous prenez la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, là, que le M. Ouattara a promulgué le 8 novembre 2016, là, dans le préambule, ce que la vérité c'est dans l'introduction, qui fait aussi partie du corps de la Constitution, le peuple de Côte d'Ivoire dit, moi, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous réaffirmons notre détermination à bâtir un état de droit dans lequel les libertés publiques, les droits de l'homme, la personne humaine soient garantis, etc., etc. Et ils disent, dans le même préambule, ils ajoutent, tel que cela est écrit dans la Déclaration universelle, dans la Charte des Nations Unies, dans la Charte africaine des droits de l'homme, etc. Pourquoi je cite cela? Le fait de mettre ça dans la Constitution de Côte d'Ivoire, cela veut dire que vous avez constitutionnalisé les droits de l'homme tels que ça existe dans les instruments juridiques internationaux. Du coup, quand je cite l'article 20 de la Déclaration universelle, c'est comme si je citais la Constitution, puisque la Constitution dit qu'elle intègre ce texte-là dans son corps. Mais mieux, l'article 20 de la Côte d'Ivoire elle-même, dans notre Constitution, c'est écrit noir sur blanc. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique est garantie par la Constitution. Je veux dire en clair, pour terminer, sur papier, la Côte d'Ivoire est bien nantie. Hein? Quand quelqu'un est à Washington, il est en Thaïlande, il regarde la Côte, il dit waouh, ça c'est un beau pays. Moi, j'aimerais aller là-bas. Entre les textes et la réalité, je suis désolé. Ce sont ceux-là même qui sont censés protéger ce qui est écrit dans la Constitution. Ce sont les premiers à violer cette Constitution-là. C'est pour ça qu'on est ahuri et on est révolté parfois quand on analyse la situation de notre pays. Donc, pour résumer ma réponse à cette première question, c'est de dire que oui, les instruments juridiques existent. L'un de ceux qui ont rédigé la Constitution actuelle s'appelle Ouraga Obou, un brillant juriste et qui est lui-même un défenseur des droits de l'homme. Je le connais très bien, je lui rends hommage pour cela. Mais entre le texte et l'application des textes, l'exploitation qui est faite, on a peur pour notre pays, on a peur pour nos libertés. Et je suis là pour en parler aujourd'hui. Donc, la Côte d'Ivoire, sur papier, va ressembler à un état normal, mais dans la réalité, c'est le jour et la nuit. Merci, docteur. Maître, votre avis sur la question? Alors, à la suite de ce que docteur Boga vient de dire, je voudrais dire qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, les lois reconnaissent aux citoyens des libertés. Qu'on appelle généralement droits de l'homme, liberté publique, voilà, tout ça c'est la même chose. C'est reconnu. Et ce qui est particulier aujourd'hui, qu'il faut souligner, c'est que en Côte d'Ivoire, ces libertés-là aujourd'hui ont valeur constitutionnelle. Dans un État, il y a plusieurs règles, mais la Constitution est la première des règles. C'est la loi des lois, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Et quand on dit qu'un droit est constitutionnel, qu'une règle est constitutionnelle, ça veut dire que c'est une règle qui est fondamentale, c'est une règle à laquelle, sous aucun prétexte, on ne peut porter atteinte. Et aujourd'hui, vous avez dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire ces libertés-là qui sont garanties. La liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de s'associer, ce sont des libertés constitutionnelles. Mais dans la pratique, on a souvent l'impression que ces libertés-là doivent s'exercer avec l'autorisation du pouvoir, avec l'autorisation du gouvernement. Non. Parce que dans le régime des libertés publiques, on a le
régime de la déclaration et puis on a le régime de l'autorisation. Mais pour les libertés, c'est le régime de la déclaration préalable. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans un État, ce n'est pas l'anarchie. La loi vous accorde des libertés pour les exercer, notamment pour les manifestations pacifiques sur la voie publique. Vous prévenez l'autorité pour qu'elle prenne des dispositions. Vous ne prévenez pas l'autorité pour qu'elle autorise la manifestation. Jamais. C'est la loi qui vous reconnaît ce droit. La Constitution, qui est la première des lois, reconnaît ce droit. Mais pour l'exercer, vous prévenez simplement l'autorité qu'elle prenne des dispositions pour que pendant que vous allez faire votre manifestation, la vie puisse continuer pour ceux qui ne sont pas dans votre manifestation. Mais on ne va pas vers l'autorité pour qu'elle autorise une manifestation. C'est des libertés qui sont reconnues par la loi, qui sont garanties par la Constitution. Malheureusement, dans la pratique, ce qu'on observe, on se rend compte que ce beau cadre juridique, donc théoriquement, tout est parfait. Mais dans la pratique, ce qu'on voit n'a rien à voir avec ce à quoi on doit s'attendre quand on lit les lois. Et si vous permettez, puisque moi je suis un praticien en tant que défenseur des droits de l'homme, je voudrais vous évoquer 2 cas. Le premier cas, moi-même, j'ai été témoin de cela. Et le deuxième cas, effectivement, j'ai été également témoin. M. Charles Blé Goudé était à La Haye. Il décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Et après tous les tumultes, je ne reviens pas sur l'histoire. Il m'appelle, il dit, Docteur Boga, comme vous êtes de la société civile et je viens dans l'inconnu, je souhaiterais que vous acceptiez d'être, si vous voulez, en question le garant moral. Donc, président du comité d'accueil, pas le comité d'organisation. Ça, ses collaborateurs vont organiser. Mais je vais être un peu la figure pour dire à tout le monde que quand il vient là, il ne vient pas pour la guerre, etc., etc. J'accepte de jouer le jeu. Je rencontre toutes les autorités préfectorales, militaires. Et donc, à la préfecture de police, la gendarmerie est convoquée. Toutes les forces pour qu'on puisse organiser où est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive, où il va passer, etc. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que vous informez l'autorité. Comme il a dit, c'est pas une demande assortie d'un accord préalable. C'est juste pour vous informer, pour que vous puissiez nous aider à exprimer notre liberté. Donc, je trace avec eux. Combien de personnes seront à l'aéroport? Au début, moi je dis oui, une 200, 300 personnes. Après, on me dit non, 100. Au finish, on m'a dit 10 personnes. Docteur Bo, vous ne dépassez pas 10 personnes dans l'enceinte de l'aéroport. Ok. Après, il va faire une conférence de presse, etc. Le jour J arrive. On va sur le terrain. Les 10 personnalités sont là. La police arrive. Dernière consigne. Docteur Boga, il n'y a plus de conférence de presse ici. On avait déjà érigé le petit endroit où les journalistes de la presse nationale et internationale. Non, ils ont tout balayé. Dépêchez-vous. Tout le monde. L'aéroport était vide. Il n'y avait que des militaires, des policiers. Comme s'il y avait un gangster qui arrivait. Donc, pour dire que, en exerçant nos libertés, eux-mêmes là, on les consulte, on encadre. À la dernière minute, on balaye tout. L'autorité s'impose. Deuxième cas de figure. Des jeunes gens d'une autre organisation que je connais très bien, parce qu'ils sont venus me voir à mes bureaux, ils veulent organiser une marche contre la vie chère. Mais, chers amis, l'État lui-même reconnaît que la vie est chère. Tout le monde sait que la vie est chère. On était en 2024. Donc, les jeunes, comme d'habitude, ils informent l'autorité. La police les convoque, ils font le parcours, etc. Le jour de la marche, c'était le 13 septembre 2024. Ils sont sur le lieu, ils n'ont même pas bougé. On les a tous embarqués directement à la MACA. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés. 6 mois, 4 mois, etc. Et le leader, au moment où je parle ici, il est encore en prison. Il n'a pas encore été jugé. Et c'est dans cette même affaire-là qu'on a arrêté M. Dosso, l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, actuellement qui est aussi en prison. Oui, quand il y a ces faits, j'ai voulu que ce soit factuel. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent, ils sont allés raconter, ils font ceci, ils font cela. Il y a des faits qui nous étonnent sur l'état de droit, dit-on, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc j'ai voulu rappeler ces faits-là pour dire que si l'autorité est quelque chose, et c'est pour ça que moi j'interpelle souvent nos juges, j'interpelle souvent, on dit que dans un état, dans une démocratie, les 3 pouvoirs sont séparés. Mais si la justice ne joue pas le jeu, on est en danger. Je le redis encore une fois. Ce n'est pas le policier qui assure la sécurité. La vraie sécurité dans un état de droit, c'est la justice. C'est elle qui me donne la liberté de m'exprimer. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à la suite de mon copanéliste. Merci, docteur. Dans les faits, allez-y. Voilà, je voulais juste, par rapport aux exemples qu'il a cités, rappeler aussi un précédent qui illustre tout ce dont docteur Boga vient de parler. Je pense que nous avons tous en souvenir, lorsque Monseigneur, je crois, en tout cas l'évêque d'Abidjan à l'époque, avait dans le rôle qui est le sien, en tant que guide religieux, il est dans la société, il observe, et c'est son rôle de dénoncer des choses, d'interpeller le cardinal Coutoin, il me semble. Le cardinal Coutoin, donc, d'interpeller les gouvernants sur certaines choses. Mais quand il a fait cette déclaration,
qu'a-t-on vu? On a vu 2 ministres de la République débarquer à la cathédrale pour tenir une conférence de presse, pour dénoncer cela. On a même vu un leader d'une organisation proche du pouvoir, menacer les catholiques pour dire s'ils sortent pour manifester, on va faire couler leur sang et tout ça. C'est des menaces très graves, mais qui n'ont pas été suivies d'effets, qui n'ont pas été suivies de condamnations et autres. Donc c'est pour dire, les libertés sont proclamées, mais quand elles sont exercées ou lorsqu'on veut les exercer, malheureusement, on se retrouve souvent face à des obstructions que rien ne justifie. Parce que là où l'État peut, là où le pouvoir public peut s'opposer à une manifestation, c'est un cas de risque grave de trouble à l'ordre public. Mais un évêque qui s'exprime dans son homélie à la cathédrale, en quoi il trouble l'ordre public? Quand des catholiques annoncent une marche, mais la marche n'a même pas encore eu lieu et qu'on les menace déjà. Une marche blanche. Une marche pacifique. Ils n'ont pas été menacés par la justice. Non, mais je veux dire, non, ils ont été menacés par un leader d'opinion qui est proche du parti qui est au pouvoir. C'est de ça que nous parlons. Ouais. Voilà. Et qu'a fait la justice? Rien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que la justice, justement, a été saisie dans Est-ce qu'on a besoin de la saisie? Mais c'était des faits publics. C'était des faits publics. Le procureur n'a pas besoin d'être saisi pour des choses qui sont sur la place publique. Il y a des personnes qui ont déjà été arrêtées pour des publications qu'elles ont faites sur Internet sans qu'il y ait une plainte préalable. Le procureur, il est dans la société. Il voit. Et je veux dire, cette déclaration qui a été faite là, cette menace ouverte publique qui a été faite, le procureur en a obligatoirement connaissance. Il en a eu connaissance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Selon le classement 2024 de The Economist Intelligence Unite des pays démocratiques, la Côte d'Ivoire occupe la 21e place sur le continent africain et la 105e place au niveau mondial, se faisant qualifier de régime hybride. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Excusez-moi de sourire parce que quand j'entends cela, je dis, bon, pour le commun des mortels, pour nos parents qui, hybrides là, en fait, c'est bizarre. La Côte d'Ivoire est un pays bizarre. Pourquoi bizarre? Parce qu'il y a un classement. Tantôt on peut dire un pays démocratique, un pays où les libertés sont respectées, un pays qui est cool, qui est normal, ou bien un pays dictatorial, c'est-à-dire un pays où il règne une dictature, où les libertés sont embrigadées. Mais comme les gens, ils veulent pas le dire, parce qu'ils sont quand même, on est quand même dans la diplomatie, on est dans le monde, la communauté internationale, la Côte d'Ivoire compte. Donc, je connais très bien comment fonctionnent les institutions internationales. Parfois, ils ont un petit mot comme ça. Donc, hybride. Hybride là, ça devait interpeller un dirigeant. On dit que ton pays est hybride, on ne sait pas où le classer. On ne sait pas s'il est un pays démocratique, où on respecte les libertés, ou parce que vous êtes dans le 3e mandat, vous allez peut-être faire un 4e mandat. Donc on ne sait pas où vous classer. C'est ce que ça veut dire. Et moi, ça m'inquiète. Quand on a une image comme ça de mon pays, parce que c'est beau de montrer le PIB à 2 chiffres, le pays va bien, on a des ponts et tout ça. C'est pourquoi ceux qui disent que la Côte d'Ivoire va bien depuis 14 ans, tout est cool, c'est faux. Moi, j'ai la lecture d'un défenseur des droits de l'homme. Quel est le point des libertés dans ce pays? Quel est le point des droits de l'homme dans ce pays? Depuis là, ici, on ne fait qu'accumuler les morts. On ne fait que compter les morts. Donc, du coup, ce n'est même plus le palu qui fait si peur là, qui est plus inquiétant, plus grave que la politique. Ce n'est même plus, si vous voulez, la pauvreté. Parce que malgré la pauvreté, vous et moi, on est assis ici, les amis. À midi, on va se débrouiller pour manger. Mais lorsqu'on parle de politique, parce que les gens veulent protéger leurs milliards. En fait, c'est ça le problème en Afrique. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Ils veulent protéger les milliards qu'ils ont accumulés étant au pouvoir. Mais si vous voulez garder vos milliards, mais donnez-nous notre liberté. Liberté de choisir notre président. Liberté de voter. Liberté de parler aussi. Et j'ai dit. Merci, docteur. Maître? Oui, je voudrais dire, comme il a dit, c'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire était un régime, aujourd'hui un pays démocratique, avec tous les standards, qui respecte tous les standards, ce rapport l'aurait dit. Clair. Mais quand on dit c'est hybride, ce qu'on retient déjà, c'est que, selon ce rapport, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocratique, contrairement à ce que nos dirigeants nous disent. Parce que quand on parle de régime démocratique, il y a des choses qu'on observe. Et c'est à partir de certains faits qu'on peut dire qu'un régime est démocratique ou ne l'est pas. Donc quand on vous traite déjà d'hybride, la vérité qui est dedans, c'est que ce n'est pas un régime démocratique. Et un régime démocratique, ça suppose le respect de certaines règles, le respect de certaines valeurs, le respect de la loi par tous. Je dis bien le respect de la loi par tous. Et le disant, il y a un élément aujourd'hui qui semble devenu banal, dont on ne parle pas souvent, mais qui est l'attitude même du parti qui est au pouvoir. Lequel? Le RHDP.
c'est le RHDP qui est le parti au pouvoir. Donc, ce fait, je vais dire, qui semble banal aujourd'hui, dont on ne parle plus, c'est l'usage du logo, ou je pourrais dire même le braquage du logo du PDC-RDA par le RHDP. Parce que aujourd'hui, le RHDP s'apprête à aller à un congrès, mais quand on voit leurs affiches, dans leur logo, il y a celui du PDC-RDA. Et cette pratique-là est une violation de la loi qui régit les partis et groupements politiques. Cette loi-là interdit à un parti politique qui se crée d'utiliser la dénomination, les signes distinctifs, les symboles qui sont déjà utilisés par un parti politique qui existe. Donc, quand le RHDP se crée en 2018, il ne peut pas utiliser les symboles, il ne peut pas utiliser le logo utilisé par le PDCI-RDA qui existe depuis 1946. En le faisant, le RHDP viole la loi. Et c'est un parti aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. On a un parti politique qui est au pouvoir et qui est dans une situation de violation permanente de la loi sur les partis et groupements politiques. Nous l'avons dénoncé, nous avons saisi les juridictions. Nous avons saisi même le ministre de l'Intérieur en lui disant que la loi sur les partis et groupements politiques dispose que quand le ministre reçoit le dossier de déclaration d'un parti politique qui se crée, dans un délai de 3 mois, il doit examiner ce dossier pour voir s'il est conforme à la loi. Mais quand il reçoit le dossier du RHDP, il a dû se rendre compte que dans le logo du RHDP, il y a celui du PDCI qui est inclus. Le PDCI est un parti politique qui existe déjà. Donc le RHDP qui est en train d'être créé ne peut pas utiliser le logo d'un parti politique, le PDCI, qui existe depuis. Il aurait dû, selon la même loi, interpeller les fondateurs du RHDP et leur demander de rendre leur dossier conforme à la loi en retirant le logo du PDCI. Nous l'avons saisi, il n'a pas réagi dans le délai prévu par la loi. Nous avons ensuite porté l'affaire devant le Conseil d'État pour dire le récépissé de déclaration qui a été dédié au RHDP. Il viole la loi sur les partis et groupements politiques parce que ce parti qui vient d'être créé utilise le logo d'un parti qui existe déjà. Or, la loi interdit cela. Le Conseil d'État, en rendant sa décision, le dit que l'usage du logo du PDCI-RDA par le RHDP est irrégulier. Mais que cet usage irrégulier n'est pas une cause d'annulation du récépissé du RHDP et donc ne fait pas droit à notre demande. Mais dans cette décision, ce que nous notons, c'est que la plus haute juridiction administrative de la Côte d'Ivoire a dit que l'usage du logo du PDCI-RDA par le RHDP est irrégulier. Et le RHDP, c'est le parti qui est au pouvoir. Donc, quand on a ce genre de situation, mais il est tout à fait normal qu'on ait ce genre de rapport. Parce que tout ça, ce sont des éléments qui comptent. La loi s'impose à tous. Ce n'est pas parce que vous êtes le parti au pouvoir que vous allez violer impunément la loi qui régit les partis et groupements politiques. Je voudrais même ajouter, à côté de tous ces arguments que nous évoquons, parce qu'il faut que nos compatriotes comprennent très bien qu'en fait, on n'est pas ici à s'asseoir contre un individu, mais c'est notre pays là, qui nous appartient à nous tous là, que nous voulons bâtir, contribuer à bâtir. Pourquoi? Pour qu'il soit à l'image des grands pays aussi. Vous parlez du rapport dans lequel on dit que la Côte d'Ivoire est un pays hybride, ou bien sa position est hybride. Dans les normes internationales, quand vous êtes président de la République, vous ne devez plus être président d'un parti. Je parle, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent un peu. Le parti au pouvoir, il a servi à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution, dans laquelle ils ont sauté, parce que ça existait depuis toujours, hein, dans la constitution ivoirienne, surtout celle de 2000, là, 1er août 2000. Ils ont fait sauter cet élément pour dire qu'il n'y a plus d'interdiction faite à un président de la République d'être président d'un parti politique. Vous violez les normes internationales. Je dis Macron, en France, il a créé En Marche. Mais aussitôt président, d'ailleurs même avant, il a trouvé un président de En Marche. Regardez chez moi, dans mon pays, le président de la République est le président du RHDP. En fait, ça fait gravement conflit d'intérêts. Et pour nous qui avons vécu dans les partis uniques, ça devient un parti État. Est-ce que vous avez dit, allez si souvent à des manifestations du parti au pouvoir, vous allez voir les voitures plaques jaunes. Alors que c'est une manifestation privée. Vous êtes ministre de la République. Qu'est-ce que notre argent va t'accompagner à ton parti politique? Puisqu'on n'est pas RHDP, nous tous. On n'est pas PDCI, on est des citoyens. Et nous cotisons pour que notre pays fonctionne bien. Vous prenez notre argent pour aller alimenter en fait votre parti politique. Donc je tenais à ajouter cet élément-là pour dire que quand des rapports comme cela sortent, ce sont des faits que les gens voient parce que vous sortez des normes internationales. Dans la pratique internationale, il est le président de tous. Il est le garant de la sécurité dans tout le pays. Donc j'espère, comme le maître l'a dit, ils s'en vont à un congrès. J'espère
ils respecteront les canevas internationaux de façon à ce que leur futur président du RHDP qu'ils vont trouver là, qu'il ne soit pas en même temps le président de la République. Vous avez dénoncé les faits, mais dans la pratique, on peut quand même s'exprimer. Il existe des tribunes d'expression pour les partis d'opposition qui ne sont pas forcément d'accord avec le pouvoir. Oui, c'est pourquoi dans le rapport, il est dit que c'est un système hybride. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je veux dire, quand on écoute les dirigeants, quand on écoute les rapports faits par les dirigeants, quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, on s'attendrait à un rapport qui dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays démocratique où tout se passe très bien. Mais quand on dit hybride, ça veut dire que c'est vrai, il y a ces éléments-là que vous avez évoqués, que nous reconnaissons, mais tout n'est pas parfait. Tout n'est pas fait pour que la démocratie soit totale. Parce que à longueur de journée, vous voyez les partis politiques qui dénoncent tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui n'est pas normal. Quand vous prenez par exemple, je sais que dans ce qui est prévu, on va y arriver tout à l'heure, mais quand vous prenez par exemple la CEI qui sur la loi, en ce qui concerne la révision de la liste électorale, décide de faire pas ce que la loi prévoit, mais ce qu'elle veut, il y a un problème. Quand on parle de l'application de la loi selon son intime conviction, ça n'a aucun sens en droit. Donc c'est pour dire, ce rapport-là signifie simplement que la Côte d'Ivoire, il y a des éléments qui permettent de dire qu'il y a la démocratie, mais il y a beaucoup d'éléments qui permettent de limiter cette démocratie-là. Et c'est ce qui amène donc à dire que c'est un rapport qui est hybride. Merci, maître, docteur. Non, ça va, c'est bon pour moi. Je pense qu'il a dit l'essentiel. J'ai même suivi également un analyste qui faisait remarquer que le délai de la présidence du RHDP, j'avoue que j'ai pas très bien regardé ça, mais c'est tout à fait à noter. Le délai imparti au président de la République pour ce qui est de la présidence était dépassé depuis bien longtemps, mais le président est resté toujours en fonction. Et c'est important parce que quand on parle du PDCI, RDA, et que nous tous, nous analysons ce qui se passe à l'intérieur, ça veut dire que les partis politiques sont des associations privées, mais dès l'instant où ils exercent dans le champ public, on a quand même le droit de regarder. Quelqu'un qui respecte même pas les délais prescrits par c'est les textes de son parti politique, moi je me dis que je suis pas tout à fait surpris qu'au plan national, la Constitution qui nous engage tous là, bon, il en fait ce qu'il veut. Il en fait l'interprétation qu'il veut. Et moi, je suis tout à fait à l'aise pour en parler, hein, parce que moi, j'étais en exil. Lorsque j'ai vu mon ancien ministre de l'enseignement supérieur sur les chaînes de télévision dire que il y avait un article 183 à partir selon lequel le président de la République ne pouvait jamais faire un troisième mandat. Je ne veux pas en dire plus, puisque je suis déjà placé sous contrôle judiciaire pour ces questions-là, mais je veux dire, c'est cette facilité qu'on a à ruser avec le droit. C'est le terme exact qu'il faut utiliser. Les gens rusent avec le droit. La loi est là, et puis vous rusez avec. Vous avez dit à toute la nation, en plein congrès, qu'il n'y a pas de troisième mandat. Aujourd'hui, on va me parler de quatrième mandat. C'est pour ça que moi, je suis tout à fait logique et constant. Je veux dire à nos autorités, le pays que vous dirigez là, vous le dirigez pour nous. Et nous, on sait lire et écrire. On est allé à l'école. La Constitution, là, il y en a qui disent que M. Ouattara la maîtrise plus que tous. Mais ce n'est pas lui qui l'a rédigé. Il a donné à des experts, des juristes, dont le professeur Ouraga Obou. Et ce qu'il y a là-dedans, là, tout est chacun, puisque nul n'est censé ignorer la loi, doit pouvoir le savoir. Bref, non, je voulais dire que, apprenons à respecter les lois. Apprenons à respecter les lois. Et nous, tous, nos citoyens, on sera contents de nos dirigeants. Mais tant que vous ne les respecterez pas, vous trouverez des gens comme nous autres qui les dénonceront. Et je dis. Merci. Je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'il a dit. En fait, la question qui a été évoquée, je pense, sur un plateau de télé, relativement à la présidence du RHDP, c'est le fait que le président actuel, le parti a été créé en 2018. Donc, le président qui a été élu président du RHDP, son mandat de 5 ans a expiré en 2023. Nous sommes en 2025. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, celui qui préside le RHDP le préside en violation des statuts même de ce parti. Écoutez, pour le militant des droits de l'homme que je suis, on a été, à l'époque, on était encore très jeunes, lorsqu'il y a eu le débat sur la création de la Cour pénale internationale. Et les pays africains qui sont très loin des grandes puissances auraient dû rester en marge. Mais c'est nous qui avions plutôt besoin de la Cour africaine, de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que à l'époque, on était sous des partis uniques. Et à l'intérieur de nos pays, il y avait des violations, il y avait des abus. Il y avait, voilà, vous vous rappelez à l'époque, même quand la FECI naît en 90, comment nous étudiants, on a été brimés et tout cela. Et lorsque vous avez un tel dirigeant qui est totalitariste ou j'allais dire dictateur, on n'a pas de moyens d'agir. Donc, on a souhaité, on s'est mobilisé pour qu'à l'international, il y ait la possibilité d'appeler au secours. Pour que, lorsque à l'intérieur, vous êtes brimé, vous puissiez crier
et que l'international puisse venir. C'est comme ça que petit à petit, la communauté internationale même a commencé à c'est pas vraiment une ingérence, mais c'est une façon de contrôler, parce que sinon on est mort. Si on veut évoquer la souveraineté, parce que je suis aussi souverainiste, mais si notre souveraineté est fermée sur nous-mêmes, et qu'on a un président qui est dictateur, on fait comment? On va tous mourir à l'intérieur. Je vous parle de la Côte d'Ivoire où on est pratiquement dans un pays où nos libertés sont sous baïonnette. Je dis souvent, je l'ai dit en rigolant, mais les encagoulés sont là. Peut-être même que cette émission-là, ils vont la trouver déplacée. Et les encagoulés sont là, ils veillent. Moi, je veux qu'on soit dans un état de droit où, si on me reproche quelque chose, comme Maître le disait dans le cas de ce jeune leader qui a été arrêté, mais il faut le signifier. Il faut lui écrire. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, je veille à ce qu'on ait une justice équitable. Où la personne qui est accusée, l'inculpé, ait le droit de se défendre. C'est ça l'état de droit. Bref, la communauté internationale devient un recours. Donc nous sommes obligés d'aller ailleurs. Je te citerai encore des cas. Lorsque la question de la commission électorale indépendante est advenue, c'est mon ancienne organisation parce que j'ai été président de l'APDH. J'ai été membre de la LIDO. J'ai fait 10 ans. J'ai été président de l'APDH. Et ce sont mes collègues qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dire que la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Et on a eu raison. L'APDH a gagné le procès. Et on a fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire de remettre la commission électorale là à jour. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Donc, les moyens de recours existent. Même si le président Ouattara, lorsque une décision, la toute dernière de la Cour africaine encore est sortie, pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de remettre les noms de M. Laurent Gbagbo et de M. Guillaume Soro sur la liste électorale, on était en 2020, mon président a dit que son pays est souverain, qu'il n'allait pas appliquer cette décision-là. C'est pour ça que nous interpellons la communauté internationale. On ne peut pas faire une élection en éjectant toute l'opposition dehors et puis dire que c'est une élection démocratique. Vous parlez, on dit non, c'est la loi. Quelle loi? Il y avait la loi et puis on a fait tout le tour de l'Afrique pour que, Pretoria nous permette de faire de M. Ouattara candidat pour qu'on ait la paix. Moi, je veux la paix. Vous voyez que quand je hausse le ton, je parle, c'est parce que je ne veux plus que ce qui est arrivé à mon pays arrive. Et tant que Dieu me donne le souffle, je parlerai. Et j'ai dit. Merci, docteur. Maître? Les recours existent et découlent même déjà de la loi. C'est-à-dire que là où la loi prévoit des libertés, la loi prévoit en même temps des mécanismes pour que celui qui a ces libertés-là puisse les exercer effectivement. Et s'il y a des obstacles, qu'il puisse également... Voilà. Donc, je pourrais dire déjà que les recours naturels, logiques, ce sont les juridictions. C'est les juges, c'est les tribunaux, c'est le procureur de la République. Donc, c'est tout ce arsenal judiciaire-là qui permet donc aux citoyens de se protéger et de bénéficier donc de la protection de leurs libertés, de leurs droits. Maintenant, en dehors de ces mécanismes, parce que comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il peut arriver que ces mécanismes-là même qui existent et qui devaient être les moyens pour protéger le citoyen fassent partie même de la répression. C'est en cela que le développement, la promotion des droits de l'homme, des libertés et autres a conduit à la création de systèmes internationaux. On a la Cour africaine des droits de l'homme, on a même la Cour de justice de la CEDEAO, on a la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on a un certain nombre d'instruments juridiques internationaux auxquels les citoyens peuvent recourir. Et moi, je dis toujours que ce n'est même pas un honneur pour un État de voir ses citoyens aller chercher de l'aide en dehors du pays. Parce que normalement, le système interne devait pouvoir garantir aux citoyens des voies de recours pour se protéger. Mais quand on est obligé d'avoir recours à un système extérieur international, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir cette protection-là en interne. Et la réaction que l'État a face à ces solutions que les citoyens vont chercher à l'extérieur ne vient pas pour grandir la Côte d'Ivoire. Parce que quand l'État de Côte d'Ivoire, c'est une décision, c'est un acte de l'État de Côte d'Ivoire qui a permis aux citoyens de la Côte d'Ivoire de pouvoir saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que quand on parle de souveraineté, ça veut dire vous êtes libre en tant qu'État de prendre les décisions que vous voulez. Mais quand vous les prenez, il faut en assumer les conséquences. Donc c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a adhéré à un instrument juridique qui permettait aux citoyens de l'État de Côte d'Ivoire de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et quand cette Cour a commencé à rendre des décisions qui n'étaient pas favorables à la Côte d'Ivoire, la réaction de l'État de Côte d'Ivoire a été de supprimer cette possibilité-là pour ces citoyens d'aller directement à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et aujourd'hui, les citoyens ne peuvent pas le faire, mais il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui demeure. Mais
quand on voit, déjà tout récemment, vous avez certainement suivi, quand on a appris que le président du PDCI-RDA a saisi la Commission des droits de l'homme de l'ONU, la réaction du porte-parole du gouvernement a été de dire, dans tous les cas, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Ça veut dire quoi? Que toute décision qui viendrait, si cette décision-là heurte la position du pouvoir, on dira, c'est une recommandation. Nous, en tant qu'État souverain, nous faisons ce que nous voulons librement. Alors que, comme je le dis, être souverain, c'est prendre des décisions, c'est adhérer à des instruments juridiques internationaux et c'est accepter les décisions de ces instruments juridiques internationaux auxquels vous avez adhéré librement. C'est aussi ça, la souveraineté. Merci, maître. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs sur le sujet avant d'aborder le deuxième thème. Oui, le message que je voudrais dire, c'est que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. En tout cas, en ce qui me concerne ici, et comme je l'ai dit d'antan, en tant que président fondateur de la FIDOP, en 15 ans d'existence avec la FIDOP, mais sinon moi j'ai une expérience de 30 ans, j'ai fait la LIDO et tout ça, on ne fait que défendre les droits de l'homme. Et les droits de l'homme ne s'épanouissent que dans un état de droit. C'est pourquoi très souvent, droits de l'homme et démocratie vont ensemble. Parce que très souvent, les gens disent, mais docteur Bougari, il fait politique, ils n'ont rien compris en fait. Je protège les droits de l'homme. Pour bien les protéger, je veux avoir un président qui soit bien élu, avec un gouvernement légitime, tel que le disent la plupart des instruments internationaux. Donc nous interpellons vraiment nos dirigeants de respecter la loi eux-mêmes avant de pouvoir donner des leçons à Pierre ou à Paul. Donc en tant que citoyens, nos libertés doivent être garanties. Les questions d'encagoulé et tout ça ne doivent plus exister. Dans un état de droit, on n'en a pas besoin. Et puis, on enlève des gens, on les envoie à la DST. Il y a tellement de cas que l'émission ne suffirait pas. Tout ça, ce n'est pas fait pour rassurer les citoyens. Si le procureur veut reprocher quelque chose à un citoyen, il faut qu'il le signifie clairement et que le citoyen ait le droit, la possibilité de prendre un avocat pour qu'il ait droit à un procès juste et équitable. Mais la façon de se comporter et tout cela, ça nous fait peur. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait peur. Et ça, c'est dommage. Merci, docteur. Maître? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que les libertés reconnues aux citoyens par les lois ne devaient pas être vues comme un danger pour la paix publique, pour l'ordre public. Parce que quand on regarde, on a souvent l'impression que quand on parle de manifestations pacifiques, tout de suite la réaction des autorités donne l'impression que ces manifestations visent à troubler l'ordre public. Mais il appartient à l'État de prendre les dispositions pour que ordre public et liberté publique puissent aller de pair. Mais ne pas voir en les libertés des citoyens un danger permanent pour la paix publique. À quelques mois du scrutin présidentiel, la confiance envers la CEI, le parrainage ou encore les recours électoraux font débat. Sommes-nous dans un cadre électoral transparent et inclusif? Très chers invités, le président de la CEI a déclaré lors de son